Mesdames et messieurs, merci de suivre Carrefour d'analyse, votre magazine de décryptage d'informations politiques. Aujourd'hui, nous allons tabler de l'actualité. L'actualité, c'est notamment toutes ces questions autour de la tenue des élections. Mettre fin à la crise de légitimité des dirigeants et des institutions. Il est important aujourd'hui que ceux qui animent les institutions politiques dans ce pays puissent garantir cette légitimité. L'accord a déjà été tripatouillé et son application est sélective. Lorsque la majorité s'estime que c'est en leur faveur, ils parlent de l'accord. Lorsqu'ils sentent que c'est en leur défaveur, ils font l'accord au pied. Ce qu'on n'a pas entendu par nos amis de l'opposition par rapport à Mme Nikki Haley, qui serait porteuse d'une lettre ou d'un message du président Trump pour, à la manière de Bill Richardson, pour demander au président Joseph Kabila de laisser son pouvoir. C'est ce qu'on a entendu, une absurdité. Une fois que le pouvoir actuel est derrière la CENI, parce que le pouvoir, c'est le pouvoir actuel qui est censé d'organiser les élections en termes de moyens. Et du pouvoir, je n'ai pas la garantie d'organiser les élections cette année. Joseph Kabila, il va subir la dictature populaire. Dictature populaire. De quelle manière? C'est-à-dire du peuple congolais. Le peuple congolais est obsédé par sa gestion, par les réalisations. Madame, monsieur, bonsoir. Merci de suivre Carrefour d'analyse, votre et notre magazine de décryptage d'informations politiques. Nous sommes ensemble pour pratiquement 60 minutes qui vont nous permettre de découvrir le décryptage de ces questions d'actualité avec les acteurs politiques. Eh bien, nous allons pour ce faire analyser les questions qui concernent la clôture de dépôt de candidature, une lueur d'espoir ou pas par rapport à la tenue des prochaines élections à RDC. Eh bien, les autres axes prioritaires de questions d'actualité seront également analysés avec deux invités qui sont avec nous. Monsieur John Kumwimba, qui vient pour sa première fois dans ce magazine. Il est analyste politique proche de l'opposition. Monsieur John Kumwimba, bienvenue. Bonsoir, monsieur le journaliste, bonsoir à mon co-débatteur qui est présent sur ce plan. Voilà, la majorité présidentielle, c'est maître Joseph Mulunda, que j'ai le plaisir de vous présenter dans sa peau de Congo Espoir, parti politique de la majorité présidentielle. Bienvenue. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je salue les téléspectateurs de la radio Interviens et Voix qui ont finalement l'habitude de nous suivre. Je salue également mon ami John Kumwimba, que je connais, que j'ai revu depuis, que je viens de revoir, donc que j'ai vu depuis des lustres. Aujourd'hui, sur le même plateau pour parler politique. Je dis encore une fois merci à vous d'avoir pensé à nous. Ça devient finalement une habitude. Nous vous sommes infiniment reconnaissants et merci pour l'attention que la population ne cesse de nous accorder. Voilà. On va débuter ce magazine. Première question prioritaire, c'est un gouvernement par rapport au débat de candidature, majorité, opposition. Tous sont justement, ont eu le temps bien entendu de le faire. Déjà, on peut parler d'une lueur d'espoir par rapport à la volonté des uns et des autres d'aller aux élections. On en parle dans cette série des baladeurs avec les acteurs politiques. Oui, toujours prêt. Nous, à l'envol et à l'AR, nous avons toujours dit depuis longtemps qu'on est prêt.
On était déjà en ordre de bataille depuis bien longtemps. Et pour aller aux élections, nous avons besoin de voir beaucoup de signaux de la part de la majorité pour que l'on soit rassuré que les élections vont se dérouler en bonne et due forme. D'abord, on ne peut pas aller aux élections lorsqu'on sait qu'il y a des préparations de l'autre côté pour qu'on puisse les perdre. Mais néanmoins, nous disons à l'AR qu'on n'est pas là pour soutenir ou pour appuyer la politique de la chaise vide. C'est pourquoi nous allons déposer les candidatures, mais nous continuons à persister, que nous disons non à la machine à voter et nous exigeons la décrispation politique, qu'on nous libère les prisonniers politiques. Mais au-delà de ça, nous avons toujours des préoccupations qui ne sont pas encore rencontrées par cette CENI, entre autres la machine à voler, la publication ou l'affichage des listes des électeurs. Ça, nous suivons de près. Il y a encore beaucoup de préalables qui doivent être rencontrés. Mais nous avons essayé un peu de remplir notre devoir civique et politique en déposant nos candidatures. Comme M. Kabila, le président Sotal, avait dit dans son discours là creux, soit disant qu'il faudrait que le peuple congolais s'approprie les élections. Nous sommes appropriés des élections. Et c'est ainsi que notre chien, nous le félicitons en passant. Le fait d'avoir déposé les cautions de tous les candidats d'ensemble, ça prouve à suffisance que nous sommes engagés pour remporter les élections. Votre lecture à propos, Maître Joseph Molunda, candidature déposée, peut-on déjà envisager ou parler d'une lueur d'espoir par rapport à la tenue des élections le 23 décembre? Effectivement, monsieur le journaliste, aujourd'hui nous sommes un jour avant la clôture. Selon le calendrier de la CENI, les dépôts de candidatures, cette opération se clôture demain dimanche. Et donc, encore une fois, c'est une preuve supplémentaire que la RDC, notre pays, est en train de tourner la page. En tout cas, a déjà tourné la page au catapultage, à la prise de pouvoir par des voies non légales, des voies non conventionnelles. Et nous sommes résolument engagés vers un processus électoral totalement apaisé, pris en charge, en tout cas il convient de le signaler, de le noter avec force, prise en charge par le gouvernement de la République et donc par la population congolaise. C'est un processus totalement congolais, parce que vous savez que le gouvernement de la République, tout l'argent qu'il a, vient des taxes. C'est donc notre population, c'est notre peuple qui a décidé finalement de prendre son processus électoral en charge. Ce n'est plus ce que nous avons connu en 2006. C'était pratiquement un processus financé par l'Union européenne, par les partenaires de la République, avec une cohorte de conditions. Et en 2011, déjà, la RDC avait décidé de financer ses propres élections. C'était une première expérience qui a eu effectivement des petits couacs. Et aujourd'hui, en français on dit « seuls les imbéciles ne changent pas ». Voilà. Et donc les couacs que nous avons connus, il y a lieu de les corriger. Et nous sommes sur cette lancée-là. Le chef de l'État l'a rappelé, le processus c'est pour les Congolais. Et donc les Congolais eux-mêmes sont aujourd'hui 58 ans après, parce qu'il faut signaler que nous venions de fêter l'indépendance le 30 juin dernier. Alors, le 58e année. Il y a une lueur d'espoir d'aller aux élections. Il y a plus qu'une lueur d'espoir d'aller aux élections au mois de décembre prochain, conformément au calendrier électoral qui nous régit actuellement. Voilà. On revient à vous. Monsieur John Koumimba, votre lecture. Dire qu'il y a une lueur d'espoir, je peux dire que ce serait une utopie. Et du fait qu'il n'y a pas bien longtemps, c'est en 2015, et que nous avions assisté à un dépôt des candidatures toujours aux élections provinciales. Et jusqu'à preuve du contraire, ceux-là qui avaient déposé leur candidature n'ont pas encore reçu leur argent, on n'a pas encore remboursé. Restituer l'argent. Il faudrait qu'on restitue cet argent-là. Nous nous demandons avec quel intérêt on va restituer cet argent-là. Et puisque on ne peut pas comprendre qu'une personne en 2015 puisse
défalquer dans le peu qu'elle pouvait avoir pour nourrir sa famille. Mais malheureusement, ce que je peux dire, une escroquerie d'État, quelqu'un perd de cet argent-là depuis 2015, même si c'était... on ne pouvait même pas considérer comme si c'était l'argent qu'on pouvait déposer dans un coffre-fort, et comme un compte bloqué. Ce n'était pas un compte bloqué, mais c'est l'argent que les paisibles Congolais avaient dépensé, avaient payé pour qu'on arrive aux élections provinciales. Mais malheureusement, cela n'a pas été. Jusque-là, nous attendons combien on va donner pour dédommager ou bien comme remboursement par rapport à ces... Donc, vous voulez d'abord que la CENI puisse restituer l'argent à ceux qui avaient versé leur caution lors de la dernière opération avant le début de celle-ci? Certainement, la CENI doit rembourser. Mais cela étant donné que nous sommes maintenant dans ce processus, et surtout que c'est nous qui avions demandé à ce que nous allions aux élections cette année-ci, je peux aussi parachever ou bien atterrir sur ce que mon co-débatteur venait de dire. Il y a lieu que nous allions aux élections, mais avec la politique et aussi avec CENI. Bien sûr, nous pouvons les dire tout haut que d'ici là, nous irons aux élections. Mais dans quelles conditions nous pouvons arriver à ces élections? Lui, il peut le dire, étant donné qu'il est du FCC. Une famille politique qui marche dans un même chemin avec la CENI, une institution d'appui à la démocratie, mais qui est devenue juste une institution d'appui à un camp de la majorité présidentielle. Donc, vous remettez en cause le travail de la CENI, vous trouvez que la CENI ne joue pas exactement son rôle, n'est pas au milieu du village? Certainement, la CENI n'est pas au milieu du village. Je vous dis présentement, nous vous parlons que la CENI, nous avions demandé, avant même qu'on dépose les candidatures à la députation provinciale, députation nationale ou bien présidentielle, la CENI devrait nous publier les listes de personnes enrôlées. Puisqu'on ne peut pas comprendre. Vous savez qu'il y a une machination tout autour de ça. La CENI s'est dit, et toute parti politique qui présentera une liste et sur laquelle il y aura un candidat qui est jugé non confortable ou bien non partant, et toute la liste va tomber. Mais pourquoi la CENI peut dire ça? Avant que la CENI dise ça, il était prévu que la CENI publie d'abord les listes pour voir quels sont les candidats qui sont retenus. Puisqu'on ne peut pas comprendre que nous ayons plus de 16,6% d'enrôlés qui n'ont pas d'empreinte digitale. Et que la CENI nous oblige de déposer les candidatures. Et par après, sous prétexte que... elle est indépendante, donc elle n'est pas une institution à l'indépendance. On ne peut pas comprendre que cette institution-là puisse marcher. On revient à vous. Monsieur Maître Joseph, vous comprenez déjà, malgré le fait qu'il y a une lueur d'espoir, selon ce que vous avez dit, l'opposition continue à dénoncer certaines choses. Vous avez compris, votre co-débatteur, déjà qui parle du travail que la CENI est en train d'abattre, qui ne prouve pas son impartialité ou qui prouve que la CENI n'est pas au milieu du village, selon les propos de votre co-débatteur. Attendez, nous parlons de quoi? Et je parle avec qui? À un certain moment, vous avez dit qu'il était analyste. Proche de l'opposition, je l'ai bien précisé. Bon, alors là, il faut qu'on sache, soit on est opposant, soit on est analyste. Si on est analyste, on doit comprendre les faits tels qu'ils sont en train de se dérouler par rapport au processus électoral. Lorsqu'il dit qu'il faut rembourser les frais, je comprends que mon ami... Par rapport à ceux qui avaient déposé... Par rapport, je dis bien, par rapport, puisque quand vous dites que, du fait que, puisque vous avez dit, l'effet de déposer les candidatures, c'est déjà une lueur d'espoir. Mais n'oubliez pas, c'est ce que j'ai reviens. Il y a des gens qui avaient déposé. Voilà, depuis 2015. Voilà. Où avez-vous déjà vu dans un pays là on dépose les candidatures? Depuis 2015, autant d'années après sans qu'il y ait élection. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faudrait d'abord qu'on analyse ça. Mais malgré cela, continuez. Allez-y, M. Joseph. Mais là, il y a déjà une solution. Laquelle? Il est en train de forcer une porte qui est ouverte. C'est comme ça que j'étais en train de dire que John n'est pas informé. La CENI a dit, pour les candidats qui ont déjà déposé l'argent en 2015, qui n'ont
ni changer le logo de leur parti, ni changer de parti à ces jours, ceux-là ne vont plus payer la caution. Ça, c'est déjà connu. Donc, si vous avez gardé votre parti, vous n'avez pas changé de logo parce que vous rappelez-vous qu'il y a eu beaucoup de changements. Il y a des gens qui étaient hier dans un parti X, candidats, ils sont aujourd'hui dans un parti Y. Ils ont fait cette mutation ou cette transhumance politique, comme ils sont nombreux, des transhumants politiques dans notre pays. Eh bien, la CENI a déjà réservé une solution quant à ce. Il n'y a pas d'inquiétude là-dessus. Il n'y a pas d'espoir. Et par rapport à la CENI, je vais également évoquer la question par rapport à l'impartialité de la CENI. Quand nous parlons de la République, nous devons parler avec beaucoup de courtoisie. C'est notre mère patrie. Il ne faudrait pas utiliser des mots pour pouvoir impressionner ou se faire passer pour une vedette. Parler de l'escroquerie d'État, c'est gravissime pour un patriote. Il n'y en a pas eu. Et je crois que le mot n'est pas bien placé. Je ne demanderai pas. Il est bien placé. Vous allez réagir. Je ne demanderai pas, moi, à mon co-débatteur de retirer ça. Je demanderai plutôt aux journalistes que vous êtes de lui dire de retirer ça. Parce que la République est gérée de manière à ce que tous les compatriotes soient égaux devant la loi. Voilà. Alors, et aujourd'hui, voilà, par rapport à l'impartialité de la CENI qu'il a évoqué. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut dire par impartialité. Parce qu'à ma connaissance, comment est composé le bureau de la CENI? Il y a la société civile, il y a la majorité présidentielle, il y a l'opposition. C'est ça la composition de la CENI. Et l'opposition, donc on demande à la CENI de retirer le candidat de l'UDPS. Vous allez réagir, M. John. Je comprends que c'est votre première fois de participer à l'émission. Vous avez besoin de... S'il vous plaît, c'est pas ça. Juste par rapport à ce que vous voulez dire. S'il vous plaît, M. John, vous allez réagir. Dire que la CENI est constituée de l'opposition, tout ça, et d'autres membres, je m'irais revenir sur ce que vous dites là, pour que vous compreniez qu'on a demandé à maintes reprises pour qu'on change le membre de l'UDPS qui est au niveau de la CENI et la majorité et le gouvernement. Voilà. Il n'y a pas que l'UDPS à la CENI, il y a l'UNC. C'est comme ça que je comprends que vous n'êtes peut-être pas très informé là-dessus. Très informé. La CENI est composée de la société civile, de la majorité et de l'opposition. Ce n'est pas parce qu'on demande le retrait de M. Kalamba puisque je devais s'agir exactement. Ce n'est pas parce qu'on demande son retrait qu'il n'y a plus d'opposition là-dedans. L'UNC, le membre de l'UNC. Le problème réside au niveau du refus de son remplacement, bien entendu. Qui refuse? Ou du retard dans son remplacement, bien entendu. Bon, le retard, il incombe à qui? Pas à la CENI elle-même. C'est aux mandataires, ceux-là qui ont mandaté. Non, mais ceux qui l'ont mandaté, il s'agit, s'il vous plaît, de députés, du regroupement politique UDPS alliés qui ont évolué avec le dossier au niveau du bureau de l'Assemblée nationale. On ne peut pas remettre en cause tout le processus électoral à cause d'un rapporteur de la CENI. Monsieur Kalamba n'est qu'un rapporteur, il n'est même pas président. L'impartialité ne concerne pas seulement M. Kalamba. Il n'est même pas vice-président de la CENI. Et donc, il ne faut pas créer des faux fuyants, monsieur le journaliste. Aujourd'hui... Donc l'opposition crée des faux fuyants. Tout à fait. L'opposition est dans une posture d'équilibration inutile. Voyez-vous, c'est des gens qui ne sont pas prêts. Ils ne veulent pas aller aux élections. La République démocratique du Congo a déjà tourné la page à ces caprices perpétuels, à des enfants gâtés, voyez-vous, qui veulent, selon l'évolution du soleil, demander des choses pour que finalement quand on donne A, il demande B, quand on donne B, il demande C, ainsi de suite. Ce n'est plus ça le moment. Aujourd'hui, les dépôts de candidatures, c'est chose faite. Demain, nous passerons à une autre étape. Le lendemain, nous irons effectivement voter. Voyez-vous, hier, pourtant, il y a une conditionnalité avec Joseph. Quelles sont ces conditions? La minute qui vous reste. Je prends le cas du président de la plateforme Ensemble dans la région de Gon-Katanga, Antoine Gabriel Kingwa-Koumanza, qui est revenu également sur la question lors du dépôt de candidature des membres de la plateforme G7. Il a dit, c'est vrai, nous voulons aller aux élections, mais sans la machine à voter et qu'il y ait pratiquement des crispations politiques. Vous savez, monsieur le journaliste, j'ai rappelé ici les péripéties
du processus électoral dans notre pays, pour que je réponde à cette question. Feu Malou Malou, avant qu'il décède, nous a proposé 2 calendriers, rejetés en bloc par l'opposition. Le premier calendrier, on avait estimé qu'il était partiel, qui ne valait pas la peine parce qu'il n'incluait pas les élections présidentielles. Il a pondu un 2e calendrier qui était global cette fois-là. Ce calendrier global avait été traité d'indigeste. On avait dit non, ce calendrier, il ne respire pas, il est trop gonflé, ainsi de suite. Malou Malou d'heureuse mémoire décède. Nous sommes partis avec M. Corneille Nanga, qui est là, qui a pondu le premier calendrier, auquel il faisait allusion tout à l'heure. Les opposants ont refusé cet autre calendrier. Nous sommes là aujourd'hui. Et ce débat de la machine à voter a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Il a été prouvé, noir sur blanc, par la CENI, par les experts de la CENI, que si nous voulons aller aux élections au mois de décembre prochain, il faut impérativement que nous recourions à la machine à voter. Sans machine à voter, pas d'élection. Pourquoi? Parce qu'on a donné des raisons. Il faut qu'on s'habitue à la contre-expertise. S'il y a quelqu'un qui a une autre expertise pour réduire les coûts, pour réduire le temps, parce que vous savez que chez nous, parfois, les élections ne nous donnent pas la fête. Faites 2h30 secondes. Et donc, la machine est venue réduire les coûts. Parce que, rappelez-vous, c'était 1,5 milliard pour organiser les élections. Et si nous devons abandonner la machine, nous revenons à la case de départ. Qu'est-ce qu'on veut? Avec le système manuel. Et donc, quand on va revenir au système manuel, il faut gonfler l'enveloppe pour et là, il faut peut-être faire appel aux partenaires étrangers. Il faut peut-être faire appel aux partenaires. Alors pourquoi pas? Vous voyez un peu. On ne veut pas revenir on revient à vous pour des choses qui sont déjà avec la même question sur la machine à voter. Le temps de donner la parole à M. John Kumimba. Nous parlons déjà de la machine à voter et avec notamment ce refus de l'opposition qui ne veut pas aller aux élections avec la machine à voter, qui veut qu'on revienne au système manuel et exige également les mesures de décrispation politique qui doivent s'accentuer. Et certainement, nous ne pouvons pas aller aux élections avec la machine à voter. Et du fait que vous êtes sans ignorer qu'en RDC, nous avons un taux d'analphabétisme de plus de 70%. Et vous allez trouver les gens qui ne sont même pas à même de manipuler un téléphone portable. Et je me demande comment ils arriveront à manipuler une machine à voter conçue en langue française. En plus de cela, quand nos amis de la majorité disent qu'il y a lieu d'aller aux élections avec cette machine et que la CENI est vraiment impartiale, et là, je peux me dire que c'est comme si, permettez les termes, c'est comme si c'est moqué un peu de la population congolaise, étant donné que c'est moqué de la population congolaise. Étant donné que ces élections ne sont pas les élections de la majorité ni de l'opposition, ce sont les élections de la population congolaise. C'est le peuple congolais qui est maître de ces élections. Comment expliquer qu'une machine a voté? D'ailleurs, il n'y a pas longtemps que vous aviez vous aviez suivi la déclaration du gouvernement coréen par rapport à ça, et qui ne veut pas... Par rapport à la licence. C'est ça, entrer en guerre, bloquer ces relations bilatérales avec les États-Unis et par rapport à cette machine. Je ne peux pas comprendre quand mon co-débatteur dit qu'avec la machine à voter, on réduit les coûts. Voilà. Vraiment, là, je m'inscris en faux. Souvenez-vous, messieurs les journalistes, en 2011, nous avions près de 500 partis politiques en RDC. Si vous prenez les 500 partis politiques, pour donner leur candidature, c'est-à-dire chaque parti politique devrait présenter 500 candidats. 500, c'est combien de candidats? C'est-à-dire qu'on devrait imprimer beaucoup de bulletins. Mais cette fois-ci, avec la loi que nos amis de la majorité présidentielle ont déposée pour qu'il y ait le seuil de 1%, et les partis se sont regroupés en regroupement politique. Nous pouvons retrouver en RDC près de 7 regroupements, voire même 3 ou 4. Vous allez me dire que le coût d'impression des bulletins va augmenter. Or, le coût est vraiment réduit. Et dans le cas d'espèces, les machines à voter
en fait, la commande serait déjà passée par la CENI. Qu'est-ce que vous proposez qu'on mette fin à cette histoire de machine à voter et qu'on reporte les élections pour qu'il y ait peut-être prochainement des élections avec le système manuel? C'est pas un problème de report des élections. Nous irons aux élections. Non, mais le président de la CENI a dit, sans machine à voter au mois de décembre, il n'y aura pas d'élection. J'y arrive. J'aimerais apaiser mon co-débatteur de l'AMP. Nous, de l'opposition, nous sommes prêts pour aller aux élections. Nous irons aux élections le 23 décembre 2018. Avec la machine à voter. Nous ne craignons pas les élections, nous irons aux élections. À condition qu'il n'y ait pas la machine à tricher. La machine à voter. J'y arrive. Qu'on nous publie les listes des électeurs. On doit publier les listes, puisque nous devons voir quels sont ces électeurs qui ont été omis sur les listes. En plus de cela, étant donné que avec leur loi qu'ils ont introduite, pour le seuil de 1%, parce que tous les partis se sont regroupés en regroupement politique. Nous n'avons pas plus de 7 regroupements politiques. Si vous prenez les 7 regroupements politiques, même s'il arrivait que nous déposions les listes pour les élections... Donc il y a moyen d'ailleurs un système manuel avec ces regroupements. Sans problème, puisque nous n'aurons que cette liste, c'est-à-dire sur les 7 listes, chaque liste aura 500 députés. Vous prenez 7 fois 500 députés, contrairement aux élections de 2011, là nous avions eu près de 500 partis politiques qui devaient déposer 500 députés. Voilà. Là, il y a une différence totale. Nos amis de la CENI ne peuvent pas se voiler la face avec deux doigts. Nous devons aller aux élections avec les listes. Pas avec cette machine-là, puisque c'est une machine. Mais vous avez dit que cela a été déjà commandé. Nous devons savoir, ils ont commandé ça. Pourquoi il y a cet empressement? Ils veulent à tout prix. L'empressement de la CENI ou de la CENI? Non, je parle de la CENI. Je ne suis pas d'abord du côté de mon ami de la majorité. C'est empressement de la CENI. Mais non, il faudrait que la machine a voté seule. S'il n'y a pas la machine, on ne peut pas... Non, c'est inconcevable. Mais avant tout, étant donné que la CENI, c'est une institution d'appui à la démocratie, pourquoi elle ne veut pas entendre l'autre parti? Et vous voyez même la façon dont le président de la CENI parle, vraiment, permettez le terme, vraiment arrogant. Il n'est pas là pour... Non, mais en tant que responsable de l'institution indépendante qui ne reçoit des injonctions de l'opposition de la majorité. Il dit qu'il n'est pas là pour créer, pour apaiser, pour qu'il y ait l'apaisement. Mais non, vous pouvez faire qu'il y ait apaisement. Au moment, chaque jour, l'autorité morale du FCC, M. Joseph Kabila Kabange, dans tous ses discours, il ne cesse de dire qu'il a besoin des élections apaisées et crédibles et démocratiques. Mais le président de la CENI ne veut pas entendre cette oreille pour dire que lui, il ne veut pas apaiser la situation. Au moins, lui-même, je vous dis, je ne suis pas encore arrivé du côté de mon ami. On revient à vous tout à l'heure. Je suis dans 30 secondes, voilà. Oui, alors moi je dis non. Machine à voter, nous n'en avons pas besoin. Étant donné que les partis sont maintenant un regroupement politique, il n'y a pas plus de 10 regroupements politiques. Et on peut aller aux élections. Aux élections système annuel sans problème. Voilà. Maître Joseph Molunda, votre réaction par rapport au refus catégorique, disons, de la machine à voter et de cet autre élément qui vient de s'ajouter avec la position du gouvernement coréen par rapport à la machine à voter? Bien, la masque de mon ami John vient de tomber. Il vous a induit en erreur en vous disant qu'il était analyste proche de l'opposition. Il vient de dire tout haut ici, sans vergogne, qu'il est de l'opposition. Vous voyez que la classe politique souffre de ça, de cette hypocrisie, ce bicéphalisme. C'est pas une hypocrisie. Donc, il faut... S'il vous plaît, vous allez réagir. Moi, je ne parle pas, c'est de l'élégance. Allez-y. Moi, je m'étais. Allez-y, répondez à ma question. Répondez à ma question. Je reviens à votre question. Nous n'avons rien à faire avec, nous n'avons rien à voir avec le gouvernement coréen. Ce n'est pas le gouvernement congolais qui a un contrat avec le gouvernement coréen. Si le gouvernement coréen s'attaque à une société coréenne à cause de sa licence, le problème du Congo est où là-dedans? Qu'on arrête un peu. Le Congo n'a qu'à arrêter sur la CENI d'arrêter avec cette histoire de la machine à voter. Est-ce que vous envisagez une autre solution? Avez-vous appris que c'est le gouvernement congolais qui a demandé à la CENI d'acheter les machines? Maître Joseph, je vous rappelle. Et pourquoi est-ce que... Maître Joseph, vous continuez. Je vous rappelle que le président du CNSA était même en processus pour analyser ou avoir les avis des uns et des autres sur le fait que cette machine pourrait apporter certaines conséquences par rapport aux élections. C'est son avis. C'est l'avis de M. Joseph Olenga Nkoy.
Nous sommes en démocratie. Vous ne pouvez pas lui interdire d'émettre un point de vue. C'est de son droit. Et par rapport à la machine, il faut éviter ce méli-mélo là. C'est l'opposition. Cet imbroglio de l'opposition qui parfois il confond la CENI, il confond le gouvernement. Finalement, on ne sait pas de quoi on parle. S'il vous plaît, vous allez parler. Vous allez parler. S'il vous plaît, la galanterie. La galanterie, vous allez parler. Monsieur John, je vous laisse le temps. La galanterie, vous allez parler. Allez-y, M. Joseph. Que je vous laisse le temps. Non, allez-y. Donc, la CENI, c'est une institution indépendante. Et là, en tout cas, dans son indépendance, le plein droit de nous proposer. C'est des techniciens. C'est ça le défaut que nous avons dans le pays. Parfois, on ne veut pas écouter les techniciens. Ici, le technicien nous a dit, ailleurs, comme au Congo-Brazzaville, les élections sont organisées par le ministère de l'Intérieur. Quand nous sommes allés à San City, là, nous avons convenu que chez nous serait une institution d'appui à la démocratie. La CEI de l'époque. Aujourd'hui, c'est la CENI. Elle est composée de personnes qui connaissent le rouage des élections. Et ces personnes nous ont proposé, elles nous ont dit, pour réduire les coûts et répondre aux exigences des politiques, il faut qu'on fasse 1, 2, 3 pour que, à telle date, à bonne date, les élections se tiennent. Et c'est 1, 2, 3, notamment la machine. Ils nous proposent la machine à voter. Et donc, ce n'est pas à nous, politiques, d'émettre un jugement de valeur là-dessus. Évidemment, nous avons des points de vue à donner. Mais la technicité ne nous revient pas, monsieur, mon ami John. Ce n'est pas à nous, politiques, c'est aux techniciens de nous dire ce que nous devons faire pour arriver aux élections. C'est nous, politiques, vous et moi. Si nous disons que non, nous ne voulons pas de ça, prolongeons. Ce n'est pas un problème de la CENI. Prolonger par rapport aux élections. C'est un problème de la classe politique. Et ça vous par rapport aux appartient faits, à vous. allons-y. Alors, que je n'oublie pas, quand il dit, voilà, le président de la CENI ne veut pas des élections apaisées. Évidemment, ce n'est pas au président de la CENI d'apaiser le climat politique dans notre pays. Ça, c'est un problème de politique. C'est nous qui gérons les bases. C'est vous, l'opposition. C'est nous, la majorité, de discipliner nos militants. Le président de la CENI n'est là que pour nous produire ce que nous voulons. La preuve, c'est qu'il ne fait ni la loi vient du Parlement, il ne gère pas l'État, il reçoit l'argent du gouvernement de la République. Lui, il est là, c'est comme une boussole qui nous guide, nous politiques. Si nous voulons aller aux élections, voilà ce que nous devons faire. C'est cela la démocratie. C'est même ça la séparation. Et par rapport à la machine à voter. C'est même ça ce que nous avons. Maître Joseph, par rapport à la machine à voter. Eh bien, c'est un problème. Je ne sais pas si c'est ça que l'opposition veut, si c'est un nouveau report. Que mon ami le dise clairement, qu'on sache que désormais, les opposants veulent un report. Parce que, je vous ai rappelé les péripéties, depuis le début du processus électoral, les amis ici multiplient des raisons, n'est-ce pas, des alibis, en tout cas, je ne sais même plus quoi dire. Ils multiplient des histoires. Nous sommes partis du calendrier partiel au calendrier global, du calendrier global, en tout cas, à un certain nombre de choses. Nous sommes fatigués. Les peuples congolais, je suis heureux que tu l'aies reconnu, que ces élections appartiennent aux souverains primaires. C'est ça qu'il veut. Il veut aller aux élections le plus rapidement possible. Et nous y sommes de plein pied. Nous terminons demain. Pourquoi ne pas trouver le consensus? La SENCO, s'il vous plaît. La SENCO, par rapport à la machine à voter, la SENCO a même proposé qu'il y ait un consensus entre acteurs politiques pour qu'il y ait pratiquement une acceptation collective ou pas de cette machine à voter pour que ça ne soit pas une imposition de la CENI ou de la majorité présidentielle. Sincèrement, c'est une habitude. Nous étions au dialogue de centre interdiocésain. Avant d'y aller, nous étions au dialogue de l'Union africaine. La CENI a prouvé, elle a dit aux politiques, les 14 contraintes, si je ne me trompe pas. Il y a eu des contraintes. Et parmi lesquelles, il y a les contraintes financières, les contraintes sécuritaires et tant d'autres contraintes.
Donc les politiques sont suffisamment éclairés par la CENI. C'est à eux, c'est à nous, politiques, de nous dire voilà. Ou de trouver le consensus. De trouver le consensus Donc, par rapport aux contraintes. Pas vous voyez, la CENI, plutôt les acteurs politiques en présence. Ce sont les acteurs politiques. Ce n'est pas un problème de la CENI. C'est à nous les politiques. Si nous devons nous assumer, la CENI nous a déjà fait le calendrier avec des contraintes. Si vous voulez le 23 décembre, résolvez ceci, résolvez cela, ainsi de suite. Ce ne sont pas des stratégies ou des stratagèmes. Ce ne sont pas des stratégies. Vous savez, la CENI a réparti. La CENI a réparti les contraintes par rapport aux responsabilités, au gouvernement de donner l'argent, à la classe politique d'être prête, de se préparer, de mobiliser les bases, à la classe politique de vulgariser la loi électorale, à la classe politique d'aider la CENI à bien faire son travail. Parce que chaque fois que nous sommes dans les querelles politiciennes, nous bloquons les travaux. D'accord, Joseph. On revient à vous tout à l'heure. Consensus peut-il être envisagé? On va refermer rapidement cette question avec vous, M. John Koumouimba. Consensus par rapport à l'utilisation de la machine à voter le 23 décembre 2018. Comme il est dit, je vais d'abord revenir sur ce qu'il dit, qu'à la place politique de mobiliser les bases. Comment vous pouvez demander à ce qu'une place politique mobilise les bases au moment où vous enfreignez et toutes les libertés de l'opposition, liberté de manifester, liberté de quoi? Vous n'organisez pas de manifestation. Et comment voulez-vous? Vous avez été à Sainte-Thérèse. Quel genre de manifestation? Vous avez été au niveau de quel genre de manifestation? Ici à Lubumbashi, là on nous écrit, on vous dit, vous devez vous réunir dans un endroit clôturé. Et vous trouvez ça normal? Et là, quand nous sommes nous avions demandé que nous nous réunissions au niveau de la gare. Mais c'est eux, ils ont dit non au niveau du centre-ville, mais non. Mais s'il s'agit de manifestations de la majorité, là, on permet que cela se fasse même à l'enceinte du gouvernement, même à l'enceinte de la mairie. Le consensus par rapport à la machine à voter. Quel consensus? Nous ne pouvons pas attendre un consensus avec les personnes qui ne savent pas respecter leur signature, ce qu'ils ont... ce qu'ils ont adopté. Ils signent un protocole, ils signent l'accord, et par après ils font ça au pied, et vous voulez encore qu'on revienne sur les mêmes personnes qui ne savent pas respecter ce qu'ils sont convenus et ce qu'ils ont signé comme accord. Mais non, quel genre de consensus? Nous revenons sur la CENI. La CENI est là pour organiser les élections crédibles, démocratiques. C'est ce que nous voulons. Si la CENI veut organiser les élections pour les élections, là, c'est leur responsabilité. Nous sommes prêts pour aller aux élections, c'est pas pour rien. Je dois vous dire que l'ensemble a déposé les listes, les dossiers de tous ces candidats aujourd'hui à la CENI. C'est pour vous dire que nous allons aux élections. Mais que le camp voisin sache que quel que soit ce que vous allez faire, même si vous ne voulez pas décrisper les climats politiques, nous irons aux élections. Pour vous dire que nous avons besoin des élections le 23 décembre, mais pas sans la machine. Étant donné que tous les partis sont maintenant un regroupement politique. En 2011, nous avions plus de 500 partis. Nous sommes allés aux élections avec les bulletins. Cette fois-ci, pourquoi cet acharnement sur la machine à voter? Vous avez peur de la machine à voter ou quoi, finalement? En M. John. Ok, j'arrive. C'est une machine à voter. Étant donné, c'est toujours la CENI qui en avait parlé, que le concepteur est un Congolais. Ah, un Congolais d'où? De la majorité présidentielle. Il a conçu cette machine. Et nous savons comment on triche avec la machine. Et c'est pourquoi nous le disons. Même les bulletins qu'ils vont imprimer, les papiers qu'ils sont en train de nous dire qu'ils vont amener les papiers, qu'on introduit un papier et par rapport à tout ça, mais non! Il y a une façon de tricher avec ça. C'est-à-dire on conçoit une machine avec ça, on fait un papier. Dès que tu appuies sur une photo, c'est-à-dire cette photo-là devient l'encre du papier, c'est-à-dire il y a déjà une photo imprimée dans ces papiers-là. Dès que vous utilisez les papiers, par exemple, je prends l'exemple de mon co-débatteur, c'est-à-dire on conçoit un papier avec sa photo, dès que vous utilisez cette photo-là, et pour nettoyer cette photo-là, pour que la photo apparaisse, vous appuyez sur une des images. Par exemple, je prends ma photo, je suis candidat, j'appuie sur ma photo. Et cette photo-là, elle s'affiche sur le papier-là. C'est cette photo-là qui va nettoyer ce papier-là. Quand vous mettez le papier dans l'urne, 4 ou 5 minutes après, la photo nettoie. C'est cette photo qui a été conçue à partir de l'usine.
Et 5 minutes après, c'est la photo qui va apparaître. Vous n'avez pas été là pour... je vous dis, nous avons fait des recherches. Pourquoi nous avons demandé qu'il y ait contre-expertise? Et ils ne veulent pas. Même l'OIF a demandé que cela s'efface. Pourquoi ils ne veulent pas? Qui est contre-expertise. Voilà. Pourquoi ils ne veulent pas accepter? Alors, qui est contre-expertise, on affiche les listes électorales, qu'on voit quelles sont. La contre-expertise. C'est dans ce sens-là, c'est ce qui est important. C'est la contre-expertise. On va évoluer avec cette question électorale, avec notamment cet autre avis de la plateforme Ensemble qui entend voir les élections qui ne puissent pas exclure d'autres Congolais. Délicia Sanga parle particulièrement du cas Moïse Katumbi. Votre réaction? Bien, avant de réagir sur la question de notre frère Moïse Katumbi, que je revienne un peu sur la contre-expertise recherchée par mon ami John par rapport au fichier électoral. John est en retard de beaucoup d'informations. L'OIF venait de publier même un rapport parce qu'on a audité le fichier. Je parle par rapport à la machine. Le travail de la CENI. L'audit, c'est par rapport au fichier, s'il vous plaît. C'est par rapport au fichier, parce que tu le demandes. Fichier. Oui, au fichier. La contre-expertise par rapport à la machine à voter. Nous parlons maintenant machine à voter qui est une contre-expertise. Allez-y. Contre-expertise par rapport à la machine. Voilà. L'audit a été déjà. Nous parlons, l'audit, les 16. La contre-expertise sur la machine à voter. La contre-expertise sur la machine à voter. Allez-y, M. Joseph. Donc, le travail de la CENI n'est pas d'être audité tout le temps. Mais plutôt d'organiser les élections comme Corneille Nangaa l'a dit. Et la population n'attend pas de la CENI trop d'audits. La population attend les élections. Ici, si vous demandez à Lubumbashi ici, les gens ils n'attendent pas que Corneille Nangaa soit audité chaque jour. Ils attendent qu'ils nous produisent les élections, qu'il y ait finalement ces élections tant attendues, qu'on change ces députés provinciaux, qu'on change les exécutifs provinciaux, qu'on change les sénateurs qui sont là depuis des lustres. Je crois que ça serait ça, les débats avec... ils sont là depuis 2006. Ils sont là depuis 2006. Il faut qu'on renouvelle. La classe politique. La classe politique. Ce n'est pas seulement le président de la République. Générationnelle. C'est ça aussi. Au lieu de s'attaquer aux vrais problèmes, les gens sont en train de tourner autour du pot. Répondez maintenant à ma question. Nous par rapport à du Moïse cas Katumbi, son retour, le dépôt de sa candidature. Il est encore en Belgique et même la question par rapport à son passeport, on n'a toujours pas trouvé solution. À ma connaissance, en tant que patriote, je ne me rappelle pas avoir entendu ni de la bouche du porte-parole du gouvernement de la République, ni de la bouche d'un quelconque responsable de ma famille politique interdisant à Moïse Katumbi de revenir au pays. Il est libre de revenir quand il veut, n'est-ce pas? Où il veut. S'il veut habiter à Kinshasa, si c'est dans son Lubumbashi natal habituel, il doit revenir. Monsieur le journaliste, rien ne l'empêche de revenir. Pourquoi il ne veut pas revenir? Lui-même sait. Aujourd'hui, il y a cette affaire de passeport qu'il a falsifié, qu'il aurait falsifié. Je mets encore au conditionnel pour lui accorder un bénéfice de doute. Et il est là, à Bruxelles, pratiquement en résidence surveillée. D'ici peu, je crois qu'il a été déclaré un résident illégal. Et la conséquence, c'est qu'il doit être expulsé, qu'il rentre dans son pays présumé. Parce que vous savez encore, oui, présumé. Il aurait déjà perdu la nationalité congolaise. Vous voulez dire quoi? S'il perd la nationalité congolaise et qu'il n'a plus de nationalité, c'est un apatride. Voilà. Si nous devons considérer les informations à notre possession, c'est un apatride. Et vous savez, monsieur le journaliste, nous sommes chrétiens, nous sommes... Ne s'agit-il pas d'acharnement? Il n'y a pas d'acharnement. C'est-à-dire régulièrement nous sommes les autres acteurs de l'opposition. S'il vous plaît, nous sommes sur un plateau d'une télévision chrétienne. Je vais donner un passage biblique dans Romains 13, aux téléspectateurs et vous-même de lire, je crois, si ma mémoire ne me trahit pas. La Bible dit ceci: c'est lui qui résiste à l'autorité établie, résiste contre l'ordre de Dieu, et celui qui résiste à l'ordre de Dieu s'attire des condamnations. Ça, c'est la Bible. Et je crois que mon frère Moïse Katumbi, mon aîné, se trouve dans cette hypothèse-là. Quand vous êtes condamné tout le temps, il faut que vous puissiez vous examiner.
Est-ce que vous n'avez pas nargué l'autorité? Information judiciaire d'une part. Oui, c'est ça son problème. C'est pas ça l'acharnement. Ce n'est pas ça l'acharnement, c'est un problème spirituel aussi. Il faut qu'il fasse une confession sincère. Un problème spirituel. Il a un problème spirituel. Pas avec vous la majorité. Pas avec la majorité. C'est parce que, rappelez-vous, il a eu à narguer. Qui a peur de lui. Il a eu à narguer l'autorité, n'est-ce pas, de l'État, légalement établie depuis 2014. Parce que c'est qu'il y a des différends dans son combat politique. En tout cas, c'est mon point de vue. C'est qu'il y a des différends par rapport aux autres opposants. Il y a ajouté de la haine. Il a mis de la haine dans son combat. Contre le chef de l'État congolais, légalement établi, contre la majorité présidentielle, qu'il a nourri, voyez-vous, qu'il a ragaillardi. Moïse Katumbi est devenu ce qu'il est grâce à la majorité présidentielle, grâce au PPRD, grâce au chef de l'État, qu'il avait gracié, qui a accepté qu'il revienne au pays, sans aucune gymnastique. Rappelez-vous que Mzee Laurent Désiré Kabila le cherchait avec une torche à midi, voyez-vous, pendant qu'il faisait jour. On cherchait Moïse Katumbi avec la torche. Mais Joseph Kabila vient, il pardonne, il dit c'est un compatriote qui rentre. Il rentre au pays. On lui donne des responsabilités de gestion. On parle bien des élections inclusives, Maître Mololo. Tout ça, ça vous dit rien. Inclusive, ça me dit quelque La chose. décrispation politique. Nous sommes dans une république qui a des lois. Nous avons une constitution. Nous sommes en train de lutter contre l'impunité. On ne peut pas en même temps la favoriser parce qu'on est acteur politique. Quand on est politique, on n'est pas dédouané, on n'est pas exempté des poursuites judiciaires. On doit être exemplaire. Tout politique que nous sommes, nous devons être sérieux avec les actes que nous posons pour éviter que la loi soit derrière nous. Voilà. Moi et mon ami John, nous circulons. S'il vous plaît, Joseph. Il a pris mes minutes. Non, s'il vous plaît. Vous allez réagir. Je suis abasourdi d'entendre Maître quand il dit que... On parle de ce Katumbi, je ne sais pas. Le PPRD a fait ce que Katumbi et Joseph Kabila. Mais vraiment, je suis abasourdi. Je suis abasourdi. Le PPRD n'est qu'un parti politique. Kabila n'est qu'un citoyen congolais, comme tout le monde. Mais si vous dites que non, puisque Moïse Katumbi a eu des problèmes avec Kabila... Il a un problème spirituel. Non, c'est pas correct. Mais il a parlé de la Bible. Mais je prends l'exemple du roi Saoul, quand il dit que non, et vous devez vous soumettre aux autorités légalement établies. Le roi Saoul a été choisi par Dieu. Mais quand le roi Saoul n'a pas observé les lois de Dieu, Dieu s'est détourné contre lui. Vous êtes aussi évangéliste. Mais non, parce que lui, il a parlé de la Bible. Nous sommes dans une parle de l'exclusivité. J'y arrive maintenant. Dieu s'est détourné contre le roi Saoul jusqu'à ce qu'il a choisi un roi avant même que le roi Saoul ne quitte son trône. Et c'est ce qui se passe même en RDC. Cette fois-ci. Puisque étant donné, même le roi Saoul avait poursuivi David pour qu'il tue David. Quand il a appris que David a été loin comme roi, le roi Saoul ne voulait pas, il était agité. Il cherchait le roi Saoul partout là où il était. C'est ce qu'il est en train de dire. On cherchait Katumbi comme ça. Vous allez le chercher, il est déjà loin. Vous êtes détourné contre Dieu. C'est-à-dire le pouvoir de Dieu, vous l'exercez, c'est-à-dire en respectant les lois. C'est normal. Surtout, moi, c'est que quand je dis en respectant les lois, puisque quand vous parlez de PPRD, ce n'est qu'un parti politique. Katumbi, c'est un citoyen congolais. Il ne faut pas prendre le PPRD, c'est comme si le PPRD est au-dessus de l'autre. C'est-à-dire ce que le PPRD impose. Vous parlez de l'inclusivité de l'opposition. Katumbi a problème avec la justice. Avec la justice, non, on va parler de la justice, c'est normal. Mais je ne sais pas quand il a parlé du PPRD. C'est pourquoi j'ai dit le PPRD n'est qu'un parti politique, comme les FONUS, comme tout autre parti politique. C'est-à-dire le PPRD ne peut pas avoir le monopole d'imposer pour dire que non, non, puisque l'autre a quitté notre parti, il ne doit plus revenir. Puisqu'il a fait ça, c'est nous qui avions fait ça. Non, non, de ce côté-là, maître, là, vraiment, c'est pourquoi je vous ai dit, c'était abasourdi. Non. Parlons par rapport aux lois. Comme vous avez dit, selon la justice. Revenons aux lois. Là, je avec la justice. Par rapport à la justice, maintenant nous débattons. Mais dire que non, il a trahi le PPRD, je ne suis pas d'accord avec vous. Parlons de la justice. Les informations judiciaires contre Katumbi. Nous arrivons par rapport à la justice. Mercenaires, autant de dossiers qui pèsent sur sa personne. J'arrive. Vous tenez toujours à cette question d'inclusivité. Maître parle par rapport à la justice. D'ailleurs, nous revenons sur le passeport.
les passeports semi-biométriques jusqu'à preuve du contraire étaient valides en RDC. Étant donné que la majorité présidentielle a vu que c'est grâce au passeport biométrique Katumbi sur qui pour bloquer, c'est-à-dire toutes les actions qu'ils sont en train de mener à l'extérieur du pays, ils se sont dit qu'est-ce qu'il faut faire pour freiner Katumbi, et ils ont retiré le passeport semi-biométrique. Ils ont retiré ce passeport dans le système. Même un des ministres l'a reconnu, qu'on a retiré le passeport de Katumbi dans le système. Mais à l'entendre parler, quand il dit que Katumbi a falsifié les passeports, vraiment, là, je ne suis pas d'accord avec Maître. Voilà. En plus de cela, par rapport à la justice, ok, les dossiers de Katumbi étaient fixés. Vous avez, c'est une chose, vraiment, ça me fait un peu rire. KTB présente les documents, il dit pour les dossiers Stopis, cet immeuble m'appartient. Quand j'avais cet immeuble, Katumbi avait moins de 12 ans. Le même KTB qui a brandi les dossiers, il est à Kinshasa, il signe l'acte du FCC, dont M. Joseph Kabila est l'autorité morale. KTB est là libre, il s'occupe. Les propriétaires du bâtiment pour Stopis. On devrait plutôt s'attaquer à KTB. Il est là, pourquoi on ne s'attaque pas à KTB, mais on s'attaque à Katumbi. KTB est là, avec tous les documents. Il a présenté, il dit, c'est moi qui suis le propriétaire de cet immeuble. Pourquoi on ne l'arrête pas? Il est de leur camp, c'est pourquoi on les laisse. Nous revenons sur les dossiers mercenaires. Un dossier vide. Ils sont arrivés même, ils n'ont pas su comment saisir la Cour constitutionnelle. Et la Cour constitutionnelle qui se déclare non, c'est parce que permettez un droit, c'est-à-dire la saisine était fausse, était mauvaise. Et la Cour a dit non, elle se déclare non saisie. Maintenant, on programme une autre date, c'est au mois le 10 octobre. Mais vous avez des gens que vous avez arrêtés comme étant mercenaires. Je prends Yannick, 100%. Les élections 2006, c'est eux qui ont surglé toute la République. 30 secondes. Avec l'autorité morale du FCC, M. Joseph Kabila Kabange, pour faire sa campagne. Là, il n'était pas de mercenaires. 2011, ils ont sillonné toute la République. En train de battre campagne pour M. Joseph Kabila Kabange, et ils ne sont pas des mercenaires. Mais quand ils ont des Moïse Katumbi qui quittent ce camp-là, ils deviennent des mercenaires. Derrière Lewis, qu'on arrête comme mercenaire, il s'est dit, je viens témoigner, parce qu'on ne peut pas, vraiment, on ne peut pas interdire à une personne de témoigner. On n'est pas comme témoin, il faut qu'il vienne témoigner. Mais il n'a pas eu de visa pour... On n'a pas eu de visa. Qui devrait donner le visa? C'est le gouvernement congolais. Le gouvernement congolais est membre du front. Voilà. De la majorité. On ne donne pas les visas. Tout ça, c'est pour couvrir les gens. Nous n'avons pas suffisamment de temps. Katumbi est vide. Voilà, c'est compris. Nous demandons le retour, c'est-à-dire l'abandon total de toutes les poursuites diligentées contre Moïse Katumbi. Il doit rentrer. Il est notre candidat à la présidence. On va revenir dans la conclusion. On va refaire, M. Mérazine, par la dernière question. Une question fraîche avec cette déclaration qui a été faite dans une communication faite samedi 7 juillet 2018. Le CLC, le comité de coordination de laïcs, le CLC, considère que le président Kabila semble se préparer activement à poser sa candidature pour un 3e ou 4e mandat compte tenu de son silence sur les déclarations qu'affichent ses partisans. Eh bien, le CLC entend amorcer de nouvelles manifestations. Ça veut dire revenir dans la rue si jamais le président Kabila ne dit pas qu'il ne va pas se représenter. Ce sera la dernière question avec vous, M. Joseph. Bien, c'est des fauteurs de troubles. Ils vont... Le CLC. Oui, le CLC, c'est une organisation anarchique qui va rencontrer la force de la loi parce qu'on ne peut pas perturber l'organisation des élections à cause des appétits gloutonesques de certains compatriotes de CLC, soit-il. Mais je reviens un peu sur ce que mon ami disait. Non, mais avant de revenir, le CLC parle aussi du silence du chef de l'État au regard des déclarations de ses partisans par rapport au 3e ou 4e mandat. Le silence, comme le bavardage du chef de l'État, n'est pas constitutionnel. Voyez-vous,
le chef de l'État n'est pas obligé de se réveiller le matin. Mais le CLC veut l'entendre dire qu'il ne va pas se représenter. Le chef de l'État n'est pas obligé. Pour éviter que le CLC amorce des nouvelles marches. Le chef de l'État n'est pas obligé de se réveiller le matin, d'appeler je ne sais qui pour lui dire ce que l'autre voudrait entendre. Qui, ça veut dire? Vous parlez de qui? Je parle de nos compatriotes du CLC. Monsieur Ndaïwel. Oui, du professeur Isidore et consort. Le chef de l'État n'est pas obligé de se réveiller le matin, d'appeler Ndaïwel pour lui dire « Monsieur Ndaïwel, je dis ce que toi tu veux entendre que je dise. » Non, ça ce n'est pas constitutionnel. Il ne faudrait pas qu'on embrouille le processus électoral. Les compatriotes, comme lui, vous savez, ils se disent de l'Église catholique, mais c'est des opposants, tout simplement. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est une démarche politicienne. Qu'ils portent seulement leur veste politique et qu'ils viennent qu'on débatte en tant que tel. Parce qu'ils abandonnent. Ils n'en ont même pas. Monsieur Ndaïwel, le professeur, qui forçait mon respect d'ailleurs. Mais depuis un certain temps, il forçait mon respect. J'avais de l'admiration envers lui. J'avais beaucoup de respect pour ces professeurs. Mais aujourd'hui, ces professeurs s'est disqualifiés en prenant des postures totalement biaisées. Voyez-vous? Et donc, nous disons, le processus n'est plus à dérailler. Quiconque va s'évertuer, n'est-ce pas, à bloquer ce processus ou à les déranger, il va rencontrer la force de la loi. Imaginez que nous sommes déjà en train de déposer les candidatures. Imaginez, hier, ils ont marché ici. Ils disaient, voilà, il faut que le chef de l'État, nous réclamons le respect intégral de l'accord de la Cinco. Où est-ce qu'ils en sont? Parce qu'ils sont confus. Mais ils continuent à réclamer les mesures de décrispation, notamment. Ces mesures, c'est quoi? Le débatteur a évoqué le retour de Katumi, un homme libre, qui dépose. Ça revient dans le cadre de l'accord de la Saint-Sylvestre. Qu'on se les dise. Vous violez. Je ne sais pas si le professeur Isidore Ndaïwel a des enfants et des filles essentiellement. Un acteur politique s'arrange pour violer sa fille. Parce que c'est un politique, monsieur le journaliste. Lui, Ndaïwel, va s'élever pour dire non. Comme c'est un politique, non, qu'on le relâche, qu'on ne l'arrête pas. Non. C'est seulement quand on fait le mal à l'enfant du voisin qu'on a ce luxe-là de dire voilà, il faut décrisper avec des violeurs de filles, avec des voleurs de maisons d'autrui, avec... Qui est voleur de maisons d'autrui? Soyons concret. Tous ces gens que vous avez parlé du cas de l'immeuble qui a été à la base de la condamnation de Moïse Katumbi. Mais M. Mouyambo est en prison aussi pour Stelliona, n'est-ce pas? Stelliona, c'est quoi? C'est un acte de vente. Il a vendu la maison qui ne lui appartenait pas. Voyez-vous? Et donc, tous ces gens-là, c'est parce que ce n'est pas la maison de mon ami John. C'est parce que ce n'est pas la maison de M. Ndaïwel. Déjà refermer ce magazine, Monsieur le journaliste, le processus électoral est irréversible. La population congolaise attend des dirigeants de la République actuelle, attend de la CENI l'organisation des élections. Et non ces marches inutiles et budgétivores. Ce sont des gens qui reçoivent l'argent des organisations internationales caractérisées par la déstabilisation des régimes africains. Rappelez-vous, il y a des gens comme les George Soros qui sont en train de financer. Soros vient faire quoi Oui, Soros vient faire quoi? Toutes ces marches-là n'ont d'autre finalité que de déstabiliser les pays africains. On revient à vous. Légalement. Pour votre conclusion, nous n'avons plus de temps. Votre lecture par rapport à la question qui concerne cette communication faite samedi par le CLC qui entend répondre avec les manifestations si le président Kabila ne dit pas qu'il ne va pas se représenter et que par rapport au silence et que le CLC constate au regard de déclarations des partisans du président Joseph Kabila. Juste une parenthèse. Et quand rapidement, parce que oui, quand mon modérateur dit qu'on ne peut pas quelqu'un qui a violé sa femme et sa fille, mais on ne peut pas comprendre que c'est qu'un cannibaliste comme Gédéon qui a endeuillé toute une province, mais qu'on laisse en liberté, soi-disant, mesure de décrispation. Nous avons dans le gouvernement ceux-là qui étaient dans des rébellions.
que M. Joseph Kabila a accepté de travailler avec eux. Nous avons les Bitakoura qui étaient du côté Maïman. Nous avons les Tamoumamba, les Lambert Mende. Et il a accepté. 1 plus 4. Tous, il a accepté même Chibala. Ils ont accepté, il a accepté. Mais pour quelqu'un, pour un dossier vide comme Moïse Katumbi Tchapwe, et vous dites que non, pour Mouyamo Kiassa, toujours pour le même immeuble, pour Diomi, pour ces personnalités-là, là vous dites non. Vraiment, vous devez être juste. Pas injuste jusqu'à ça. Voilà, répondez à la question. Par rapport à CLC. Oui, et je donne totalement raison à la CLC. Puisqu'on ne peut pas comprendre que dans ces pays, tout le monde connaît que le mandat de M. Joseph Kabila Kabange est déjà fini. Il est en train de gérer tel que eux-mêmes l'ont dit par rapport à un article jusqu'à ce qu'il y aura une installation de notre président. Mais on met les calicots. Quand nos amis de la majorité disent qu'il y aura un 3e mandat pour Joseph Kabila, là, ce n'est pas un problème. Mais quand on met un calicot au niveau de l'interdiocèse de Kinshasa, un bourgmestre se permet d'aller arracher ça, avec toute impunité. Sans que, vraiment, là, on ne peut pas comprendre cela. Et donc, il y a ceux-là, les gens qui disent vous soutenez la démarche du CLC. J'arrive, oui, nous soutenons ça. M. Joseph Kabila Kabange fera le 3e mandat. Personne ne se prononce pour dire que ça non. Et là, on applaudit. Mais quand les autres ils disent que non, M. Kabila Kabange n'est plus à même de présenter sa candidature, il ne peut pas faire le 3e mandat. La loi lui interdit. Ces gens-là sont poursuivables. Et vous trouvez cela normal? Alors, monsieur Don, nous n'avons plus le temps. Je vais accorder à chacun 1 minute. Je commence par vous. Je vous accorde 60 secondes. Je dis pour votre conclusion, on va refermer ce magazine rapidement. Pour ma conclusion, je dis ceci. En 1 minute. La première des choses, pour que nous allions aux élections, chers Congolais, chers frères et sœurs, il faudrait que la CENI, que nous remplacions, que les membres de l'opposition qui sont dans la CENI soient remplacés. Nous devons changer les animateurs de ce sac. Cela est prévu dans l'accord de la Saint-Sylvestre. Nous devons éradiquer les 16,6% des électeurs, les électeurs qui n'ont pas d'empreinte digitale dans les fichiers électoraux. Et nous exigeons la publication des listes électorales, puisque nous devons voir quels sont ces électeurs qui ont été supprimés dans les listes, les 6 millions d'électeurs. Et en plus de cela, nous demandons la déprivation totale et la liberté de manifestation, d'expression, puisque nous allons faire les élections. Nous avons fini, nous avons fini, notre candidat à la présidence. Alors, M. Joseph, votre conclusion en 1 minute. Bien, on demande des choses qui sont déjà faites. La CENI est là, elle est en train de travailler. Le processus est inarrêtable. Nous sommes là. Demain, nous terminons les dépôts de candidature. Au mois de juillet, pour les élections provinciales notamment, au mois de juillet, commencent les dépôts de candidature pour les législatives nationales et les présidentielles. Et donc, le processus, il n'est plus question de le rappeler, est inarrêtable. Les Congolais et Congolaises attendent des acteurs politiques un comportement responsable. Nous avons besoin aujourd'hui d'arrêter d'envenimer la situation. Au lieu de s'alarmer outre mesure, il faut préparer sa base. Nous, à la majorité présidentielle, nous sommes en train de nous préparer pour rafler tous les sièges. Pendant que les autres sont dans les considérations politiciennes, ils sont distraits par les interprétations biaisées, politiciennes, des faits qui sont aujourd'hui, on ne peut plus clair. Le calendrier électoral est en plein respect. Le chef de l'État a souligné lors du vœu du 58e anniversaire de notre pays, à l'indépendance, l'accès à l'indépendance, le chef de l'État a dit « Ces processus, les Congolais l'ont déjà approprié ». Il s'est approprié ces processus. Du début
jusqu'à son couronnement le 23 décembre 2018. Nous allons aux élections et les Congolais, ne soyez plus jamais distraits par ces pêcheurs en eau trouble qui ne sont pas prêts, qui cherchent des superfuges